mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. C'est une expression que l'on entend désormais quotidiennement, fake news, ou en adaptation française, infox, à cause d'Internet et de mauvais génies comme Vladimir Poutine qui les alimenterait via de mystérieuses fermes numériques en Russie. Elles proliféreraient plus que jamais. La victoire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine de 2016, c'est la photo fake news. Le Brexit, c'est à cause des fake news et de leurs petits frères, le conspirationnisme et le complotisme. Bien entendu, les manipulations médiatiques existent, mais à entendre certains analystes, elles seraient toujours, presque toujours en tout cas, le fait de groupes extrémistes, marginaux, de gourous expliquant à une horde d'analphabètes crédules que la Terre est plate ou que, tiens, le coronavirus aurait été fabriqué en laboratoire. Ce n'est pas l'angle d'attaque de mon invité. Jacques Beau est un ancien agent de renseignement suisse. Il a aussi été expert auprès des Nations Unies. Il publie aux éditions Max Milo un livre intitulé « Gouverner par les fake news ». Selon lui, ce sont les gouvernements, nos gouvernements notamment, qui produisent les fausses informations les plus préoccupantes parce que les plus meurtrières. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Alors, dans votre livre, vous comparez les délires fantaisistes sur l'interdiction des frites en Belgique ou l'existence d'un arbre à sushi à un autre type d'invention. Je vous cite, « Au sommet de la pyramide sont les fake news qui manipulent les faits de sorte à créer une cohérence factice autour d'une apparence de vérité afin de fausser la perception d'un auditoire et de le pousser à adhérer à une politique. Elles conduisent à la notion de post-vérité. Ce sont les vraies fake news, les plus perverses, les plus dangereuses, mais les plus difficiles à détecter. » Avez-vous l'impression que ces vraies fake news, donc les fake news d'État, sont moins souvent dénoncées que celles qu'on peut considérer comme anecdotiques? Oui, effectivement, parce que ce qui se passe, c'est que notre perception de la réalité est faussée par, non pas vraiment des informations qui sont fausses, mais par une information qui est très partielle et même très partiale. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout des choses. Et malgré le fait, ce que je mets en évidence dans le livre, qu'on a beaucoup d'informations qui en fait existent, elle est là, il y a des rapports officiels, il y a des informations qui sont publiées, mais qu'on ne publie pas, ou plutôt qu'on n'évoque pas, en appui d'une politique. L'exemple caractéristique, c'est les frappes menées contre la Syrie en avril 2018, alors qu'on avait des suspicions que des armes chimiques aient été utilisées à Douma, mais en fait, aucun élément ne permettait de le déterminer, rigoureusement aucun. Et on a envoyé des frappes, c'est-à-dire quand même des éléments meurtriers, alors qu'on n'avait absolument aucune information. On les a même envoyés avant que les spécialistes ou les experts des Nations Unies soient sur place. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus 2 ans après 2 ans après, on en sait beaucoup plus, car il y a beaucoup de donneurs d'alerte, notamment de l'Organisation sur les armes chimiques, qui ont affirmé que les rapports avaient été faussés et qu'en réalité, il n'y avait pas eu du tout d'armes chimiques utilisées à Douma. Donc on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, dans le doute, en fait, on utilise le doute comme moyen d'agir, alors qu'en fait, le doute devrait être un moyen de se retenir. Donc, globalement, il est assez facile de prouver que les Belges ne vont pas interdire les frites. En revanche, il est plus difficile, dans le feu de l'action, de savoir si un État respectable, entre guillemets, dit la vérité sur telle ou telle chose, d'autant plus qu'il parle d'un pouvoir qui est susceptible de faire des horreurs. Donc, on se dit... il ne faut pas non plus qu'on relaie la propagande d'une dictature parce que quelque part, on crédite plus facilement l'État américain ou l'État français que l'État syrien, par exemple. Alors ça, c'est une chose. Ce qui m'a beaucoup, parce que j'ai eu une activité dans des administrations, vous l'avez dit, qu'elles soient internationales ou nationales, et ce qui m'a frappé, c'est la finesse, si j'ose dire, des couches sur lesquelles on s'appuie pour prendre des décisions qui parfois sont désastreuses.
Et c'est là qu'est le problème. Que quelqu'un pense dans la rue, qu'un citoyen lambda pense que la Terre est plate, ça ne pose pas de problème. Le problème est quand le fait de penser quelque chose conduit à déclencher des opérations militaires ou des actions, des sanctions par exemple, alors qu'elles n'ont aucune base réelle. Et c'est ça qui me dérange. Qu'on punisse un dictateur, tant mieux, très bien, mais à condition qu'on le fasse sur des éléments qui soient solides, qui soient fiables, qui soient vérifiables. Mais si on commence à prendre des décisions sur des éléments qui sont totalement invérifiables ou invérifiés, alors on est dans la loi de la jungle. Et c'est un peu ce que fait Donald Trump, par exemple, où on adopte des sanctions sur la base de rumeurs, sans savoir ce qu'il en est. Des sanctions contre eux? Par exemple, prenez Cuba, par exemple, où on a accusé Cuba d'essayer d'agir contre l'ambassade américaine de la Havane avec des systèmes à micro-ondes. Et on a donc pris des mesures, des sanctions contre Cuba, on a renvoyé des diplomates, des États-Unis et des diplomates des Nations Unies cubains, mais ils ont été persona non grata aux États-Unis, pour finalement s'apercevoir que le problème n'était pas du tout des micro-ondes, mais des criquets locaux. C'était le chant d'amour de criquets locaux. Et donc, ça montre le peu de sérieux sur lequel on s'appuie pour prendre des décisions qui ont quand même un impact sur des populations. Pouvez-vous nous lister quelques fake news d'État qui ont changé la face du monde et souvent pour le pire? Écoutez, par exemple, ça a été l'intervention, ou la soi-disant intervention russe en Ukraine. En fait, il n'y a pas eu d'intervention russe en Ukraine. Pas d'intervention militaire, j'entends, qui y a eu des agissements politiques, c'est évident. Pourtant, quand vous regardez le site de l'OTAN, on vous montre des photos de véhicules qui sont à peine identifiables d'ailleurs, mais qui, soi-disant, démontrent la présence d'unités militaires russes en Ukraine. En fait, il s'agissait d'unités de rebelles du Donbass, des unités qui utilisent des véhicules qui ont été prises à des unités de l'armée ukrainienne. Là, quand on parle de la Crimée, par exemple, l'annexion de la Crimée, il y a évidemment on peut faire beaucoup d'interprétations juridiques sur la manière dont ça a été fait. Et je ne me prononce pas là-dessus, c'est des arguments juridiques. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à aucun moment, on a dit que la Crimée avait, avant même la dissolution de l'Union soviétique, avait eu un référendum d'autonomie, que la Crimée était en fait déjà une région autonome avant même que l'Ukraine soit indépendante. Et qu'après l'indépendance de l'Ukraine, les Criméens ont revendiqué leur droit à l'autonomie et qu'en fait, ce droit à l'autonomie leur a été confisqué par l'État ukrainien. Donc, je ne remets pas en question la manière dont la Crimée a été annexée en 2014. En revanche, je constate que dans toutes les publications, y compris les avis d'experts dans les émissions, les plateaux de télévision, etc., jamais on ne parle de ce référendum d'autonomie de la Crimée, qui était légitime, qui avait été accepté par l'Union. Ça a été d'ailleurs le premier et le seul référendum d'autonomie de l'Union soviétique, mais personne n'en parle. Or, il explique pourquoi les Criméens ont pendant 25 ans, cherché à être indépendants et que finalement, les événements de 2014 leur ont donné l'opportunité de le faire. Là, ils sont indépendants ou ils ont changé de joug? Ils ont choisi indépendamment d'être rattachés à la Russie. Voilà, mais ils l'ont choisi et c'était finalement ce qu'ils avaient décidé. Ils avaient décidé en 1991 déjà de pouvoir déterminer eux-mêmes leur affiliation. Et ils avaient déjà demandé leur autonomie et ils avaient déjà exprimé leur intention de rester accrochés à Moscou et non pas à Kiev. Bon, là, vous parlez d'omission. Par exemple, on nous omet de donner des détails qui ne vont pas dans le sens de l'indignation occidentale, mais quand moi je pense fake news d'État, je pense aux fameuses armes de destruction massive en Irak. Est-ce qu'il y en a eu d'autres de ce type qui nous ont fait aller en guerre sur
des choses complètement fausses. En réalité, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'à partir de suspicions, on crée des faits. Et c'est là où sont ces fake news si dangereuses. C'est qu'à partir d'éléments qui relèvent de la rumeur, qui relèvent du jugement personnel, qui relèvent d'impression ou d'intuition, on crée des faits. Et sur la base de ces faits, on mène des actions, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient militaires. Quand c'est diplomatique, bon, on peut encore l'accepter. Quand c'est militaire, ça devient beaucoup plus grave. Quand ce sont des sanctions qui affectent des populations, ça devient inquiétant. Donc, fake news, j'ai évidemment joué sur les termes. Ça ne veut pas dire que les gouvernements occidentaux fabriquent de fausses informations, quoique, par exemple, dans l'affaire Skripal, on a affirmé que les Russes avaient empoisonné Skripal. En réalité, il n'y a rigoureusement aucun élément qui permet d'affirmer que ce sont les Russes qui l'ont fait. Et on n'est même pas en mesure d'affirmer qu'il y a réellement eu un empoisonnement volontaire de Skripal. Il y a aussi en Libye les bombardements de Benghazi. Les bombardements de Benghazi, c'est la même chose. On est parti de rumeurs pour agir. On sait aujourd'hui que tous ces arguments, il y a d'ailleurs même à l'époque, les rapports des services de renseignement américains étaient très clairs et précisaient qu'il n'y avait pas eu de tentative de Kadhafi pour massacrer sa population, à aucun moment. Et donc, on a construit des actions sur, en fait, du vent. Alors, après, on peut dire que les fake news, c'est des choses totalement inventées, on peut dire que ce sont des adaptations de rumeurs, mais généralement, elles jouent effectivement avec des omissions, elles jouent... Avec la réputation aussi. Kadhafi a une mauvaise réputation, donc on peut y aller. Bien entendu, c'est clair qu'on joue un petit peu sur les intuitions, sur l'imagerie populaire qui existe sur un personnage. C'est évidemment très facile de dire que tel ou tel... Il y avait le Viagra, par exemple, il donnait du Viagra voilà, tout à fait. À ses soldats pour violer... Voilà, ce qui n'avait aucun sens. Un chef militaire qui s'amuse à pousser ses soldats au viol, il risque de perdre la guerre parce qu'ils seront occupés à autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans mon expérience, à la fois dans le terrain et aux Nations Unies, puisque j'étais responsable de la doctrine des opérations de maintien de la paix, j'avais constaté que quand il y a des massacres de population, c'est pratiquement jamais le fait d'une structure de commandement. En général, c'est pratiquement toujours le fait d'une absence de commandement. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qu'ils soient combattants, qu'ils ne soient pas combattants, mais qui sont livrés à eux-mêmes et qui commencent à faire ce qu'ils veulent, à agir selon leurs propres impulsions, si j'ose dire. Le commandement, et c'est d'ailleurs à l'origine, c'est l'essence des armées, c'est pouvoir canaliser la violence, c'est pouvoir la canaliser dans le sens de la stratégie du chef, et non pas d'avoir des gens qui commettent des actes de violence un peu n'importe comment, comme un peu ce qu'on observe durant les manifestations violentes qu'on a vues à Paris ou qu'on voit aux États-Unis maintenant, où chacun fait sa petite guerre pour soi. Et c'est de là que viennent les massacres. C'est très rarement le fait du prince. Bon, le prince peut aussi avoir intérêt, par exemple, à opérer des déplacements de population, donc créer l'effroi pour faire fuir les gens. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible, mais je vous dis que c'est assez rare et qu'en général, quand ça se fait, c'est beaucoup plus organisé, c'est plus méthodique. On peut avoir l'exemple des Allemands pendant la guerre. Mais les massacres comme ça qui se font un petit peu au jour le jour, c'est rarement le fait du chef, c'est la fête d'une absence de chef. Ce qui indique d'ailleurs que quand c'est une stratégie typiquement occidentale que d'éliminer les chefs dans un combat, eh bien, quand on élimine les chefs, on augmente le risque d'avoir des massacres de population. J'étais responsable du projet de la protection des civils quand j'étais aux Nations Unies, et durant la guerre en Libye, j'avais mis en garde contre le fait de s'attaquer aux structures de commandement libyennes. J'avais dit, c'est eux qui vont maintenir leurs troupes. Si vous les enlevez, ces troupes vont se défouler en quelque sorte. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, est-ce que finalement, ce ne sont pas ces mensonges d'État qui sont finalement très vite révélés? Parce qu'un ou 2 ans après, on sait qu'en Libye, ça ne s'est pas passé comme ça, en Irak, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas donc ces manipulations d'État qui créent une sorte d'intuition populaire qui nous menant aux fake news? C'est-à-dire,
On a tellement pas confiance à ce que dit l'État que n'importe qui sur YouTube peut venir nous dire, dès qu'il dit quelque chose qui est différent de ce que dit l'État, dont on sait qu'il ment, on le croit. Alors évidemment, ça a des effets pervers, parce que du coup, la crédibilité des États disparaît. Et effectivement, on n'a plus confiance en personne, il n'y a plus de point de référence. C'est d'ailleurs pour ça que, dans mon ouvrage, je souligne l'importance des services de renseignement, qui, eux, devraient être, en quelque sorte, le maître étalon de l'information, en théorie tout au moins. Parce que c'est eux qui ont la fonction première d'informer les dirigeants politiques et stratégiques d'un État, et qui devraient ramener, en fait, j'allais dire l'église au milieu du village, d'une certaine manière. Le problème, c'est que dans bien des parties du monde, les services de renseignement sont mal outillés, mal équipés, ils n'ont que très peu d'yeux et d'oreilles, et que souvent, ils ne sont pas vraiment en mesure d'analyser les choses. Et du coup, eh bien, on revient à des décisions qui relèvent du discrétionnaire, purement et simplement. Et là, effectivement, on arrive à la perte de crédit des États. Mais quelque part, les services de renseignement, ils sont muets déjà, parce que, a priori, un agent de renseignement ne peut pas venir contredire un chef d'État ou un ministre de la Défense quand il ment. Et aussi, les services de renseignement sont impunis. C'est le règne même de l'impunité. Par exemple, tous ceux qui ont raconté des bobards, alimenté les bobards sur l'Irak ou sur la Libye, en fait, ils ne sont punis ni au niveau national, ni au niveau international. La responsabilité juridique est énorme, devrait être énorme, mais en réalité, il y a une impunité totale. Alors, ce qui s'est passé pour l'affaire des armes de destruction massive est un peu particulier, parce que les services de renseignement américains avaient vu juste. Et ils ont informé le président qu'en réalité, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Raison pour laquelle Rumsfeld a créé des services parallèles qui, eux, ont généré la fausse information. Les services de renseignement, leur fonction, et je l'ai expérimenté moi-même, c'est parfois d'aller contre le dirigeant. C'est-à-dire que la fonction d'un service de renseignement, c'est de lui amener des faits sur la situation, une image de la situation. Que le dirigeant en tienne compte ou n'en tienne pas compte, ça c'est un problème politique. Mais la tâche des services de renseignement n'est pas d'être en accord avec les services de renseignement, c'est pas vrai. Ça, avec le politique. Non, c'est pas du tout sa fonction. Sa fonction, c'est de lui amener les faits et de lui amener une image. Mais c'est le politique qui paye... Le politique, après, les services de renseignement proposent et le politique dispose. Et c'est là où on a souvent le problème. Mais très souvent, les services de renseignement ont un avis contraire. Ce qui s'est passé, par exemple, on pourrait parler de l'attaque chimique de Ghouta en 2013, qui restait un peu en travers de la gorge ici en France, parce que le président Hollande s'était engagé à intervenir si Obama s'engageait. Et puis, finalement, Obama ne s'étant pas engagé, François Hollande a dû rester sur sa faim. Et beaucoup d'experts continuent à reprocher ça aux Américains. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les services de renseignement américains ont dit à Obama qu'il n'était pas du tout sûr que ce soit la responsabilité de Bachar el-Assad. Et qu'en fait, les informations qu'ils avaient indiquaient plutôt que c'était les rebelles qui l'avaient fait. Et c'est la raison pour laquelle Obama n'a pas agi. Et c'est pour ça qu'il s'est retenu. Mais ça, c'est le rôle des services de renseignement. Le rôle des services de renseignement n'est pas d'être en accord avec le politique. Il y a de d'apporter des éléments de décision. Mais si on veut faire carrière, bon voilà, on ne va pas déplaire au prince. Après, c'est un autre... La manière dont on interprète ça est différente. Et je l'ai aussi vu de mes yeux. Et moi-même, beaucoup d'analyses que j'ai faites, qui sont avérées correctes, eh bien souvent, on a voulu les ignorer dans la hiérarchie parce que ça ne répondait pas à l'humeur du moment. Alors, quand on lit votre charge contre les fake news d'État, donc, on peut vous accuser, ou au moins essayer de vous accuser, de conspirationnisme ou de complotisme. Je m'explique. Le conspirationnisme, disons, c'est un système qui explique les faits qui se déroulent devant nos yeux comme procédant de manipulations plus ou moins secrètes. Donc le monde, ce qui fait tourner le monde est caché. Par exemple, vous citez une interview qui tourne beaucoup sur la toile. Elle a été accordée par le général Wesley Clark, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe. Et donc cette interview a été accordée aux médias indépendants Democracy Now! On regarde un extrait. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld
and Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Quand on écoute ça et qu'on vous lit, on a l'impression qu'il y a un programme que les États-Unis déroulent implacablement, quitte à provoquer des situations qui permettent d'attaquer tel ou tel pays. On a l'impression qu'il s'agit effectivement d'une grande conspiration et on a même peur de prononcer le mot parce qu'on a peur de se faire attaquer juste parce que cette intuition nous vient à l'esprit. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le mot conspiration. Quand on parle de conspiration, on implique qu'il y ait une intelligence derrière, c'est-à-dire qu'il y ait une intention. Donc tout n'est pas conspiration. Il faut qu'il y ait un calcul pour aller de A jusqu'à B et la volonté d'avoir un objectif. Mais dans le cas qui nous préoccupe, c'est ça, c'est-à-dire il y a une sorte de programme qui est annoncé en 2007. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, on constate que pratiquement tous les pays de la liste qui ont été évoqués sur cette liste ont été touchés par les Occidentaux. Le pourquoi de la liste, alors on peut discuter sur la liste. Le fait est que les Américains avaient déjà en tête d'avoir une fragmentation, et d'ailleurs il y a de nombreux documents d'intellectuels, on a aussi ces interviews du général Wesley Clark, mais en réalité il y a beaucoup d'intellectuels qui ont appuyé cette fragmentation du Moyen-Orient, qui en partie, alors savoir quelle est la poule et quel est l'œuf, ça c'est une chose compliquée, mais on constate qu'il y a une convergence avec des plans israéliens qui eux ne cherchaient pas à conquérir nécessairement le Moyen-Orient, mais chercher à le fragmenter. Pour Israël, sa sécurité a toujours passé par une fragmentation du Moyen-Orient, pas nécessairement par une domination. Et ils ont toujours pensé qu'en se battant entre eux, eh bien, les Arabes ne lutteraient pas contre Israël. Et c'est effectivement d'ailleurs un peu ce qu'on observe dans la réalité. Et donc il y a toujours eu cette idée, et depuis les années 80, il y a plusieurs plans qui ont été échafaudés en collaboration avec des think tanks américains pour trouver des moyens pour fragmenter le Moyen-Orient, et en tout cas les grands pays du Proche et Moyen-Orient. Et en fait, ce plan évoqué par le général Wesley Clark, qui a quand même été directeur de l'OTAN, donc on n'est pas sur des généraux de deuxième zone, eh bien on constate qu'effectivement il s'intègre parfaitement dans un plan d'ensemble qui viserait à morceler le Moyen-Orient pour en faciliter en quelque sorte le contrôle d'une certaine manière. En même temps, vous décrivez les interventions militaires occidentales comme sans vision, sans stratégie et sans lendemain. Là on parle d'un plan et puis quelque part vous dites quand même qu'il n'y a pas de stratégie. C'est une contradiction. Oui, ça peut paraître comme une contradiction parce qu'en réalité, on sait qu'on veut morceler la chose, mais on ne sait pas comment on va sortir du problème. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'en connaît pas le résultat. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en Syrie. Il y avait clairement une idée, il y a toujours d'ailleurs une idée pour morceler la Syrie. Mais en réalité, on n'a jamais su exactement comment ça devait finir.
Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est un peu d'ailleurs dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de successeur à Bachar el-Assad, et les seules personnalités qui sont à peu près charismatiques ou qui pourraient peut-être avoir un poids politique sont finalement des islamistes dans la région. Donc on arrive dans des cul-de-sac. On est exactement le même phénomène en Libye. On intervient en Libye, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à anticiper le résultat, et surtout on n'arrive pas à préparer ce résultat. Donc c'est une sorte de pouvoir de destruction qui n'est pas accompagné d'un pouvoir de reconstruction. Exactement. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, toute proportion gardée, c'est le même problème qu'on a avec Barkhane. On a une opération qui est là pour éliminer des islamistes. Mais on n'y parvient pas, on ne parvient ni à détruire les islamistes, ni à reconstruire l'État malien. Alors, on arrive à éliminer des islamistes, mais on n'arrive pas à éliminer l'islamisme. On élimine des terroristes, mais on n'élimine pas le terrorisme. Et c'est un peu toujours la même chose. D'ailleurs, en éliminant les terroristes, il semble qu'on accélère la terrorisation du pays, parce que là, on part d'un petit endroit autour de Kidal et de Tombouctou, et là, maintenant, c'est quasiment la moitié du Mali. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs ce que je décris en partie dans ce livre, mais aussi dans d'autres livres sur la guerre asymétrique. C'est le phénomène asymétrique, c'est-à-dire qu'à force de le combattre, on le crée. On crée le problème, et c'est exactement, on a créé le problème en Irak. En voulant affaiblir l'Iran, on l'a renforcé. En voulant affaiblir les islamistes, on les a renforcés. On a finalement, il y a une idée de départ, mais elle est inaboutie, et on n'a pas on a un objectif très vague et on ne sait pas comment ça va finir. Alors, il y a la fameuse locution latine « errare humanum est, perseverare diabolicum ». Quand même, on a l'expérience de l'Afghanistan, de l'Irak, mais on est quand même allé en Libye, on commet des erreurs au Mali. Est-ce qu'on fait exprès? Parce que finalement, on a l'impression que les désastres n'inquiètent pas tant que ça les dirigeants occidentaux. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un peu ce qui a motivé ce livre, d'une certaine manière, c'est qu'on n'apprend pas des échecs. On savait déjà que l'Afghanistan... Ou alors ce n'est pas des échecs, c'est un désordre à gérer. Ça reste quand même des échecs, parce que, pensez à l'Afghanistan, il y avait quand même eu l'idée de créer une société nouvelle en Afghanistan. Hein. Quand les Occidentaux y sont allés en 2001, 2002, il y avait quand même l'idée de faire une société nouvelle, où la femme aurait une autre place, etc. Peut-être c'était juste une manière de vendre une opération qui servait justement à fragiliser un pays. Peut-être, mais c'était quand même aussi pour avoir l'appui politique, un appui politique, et puis surtout d'offrir une perspective. Or, en réalité, on n'a pas tenu compte de tous les facteurs. Les Soviétiques s'étaient cassés les dents, ils avaient réagi relativement intelligemment en limitant leurs ambitions et finalement en décidant de ne contrôler qu'une partie du pays. L'OTAN n'a pas eu cette sagesse et finalement on se retrouve totalement défait dans cette affaire. Et on n'a finalement absolument pas appris de ces échecs. Alors ça alimente, c'est vrai que certains y voient son compte, ils trouvent leur compte. C'est notamment l'industrie de l'armement. Ce sont les grands lobbies de l'armement, surtout aux États-Unis, et qui voient leur avantage. Je ne dis pas que c'est eux qui ont provoqué ça, mais c'est eux qui tirent leur marron du feu. Quant aux avantages politiques de la chose, eh bien, ils sont pratiquement nuls. En tout cas, pour les États-Unis ne créent pas de chaos de ce type en Amérique latine. Le chaos de ce type est à la proximité de l'Europe. Par exemple, la guerre en Libye, finalement, le désordre entraîné par la guerre en Libye ne touche pas les États-Unis, mais il touche la France. Le désordre entraîné par la guerre en Syrie ne touche pas les États-Unis, mais il touche l'Europe. Tout à fait. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que les gouvernements européens agissent dans l'intérêt de leur pays? Parce que on peut se dire de toute façon que le monde brûle, je m'en fiche tant que mon pays est préservé, mais là, c'est quand même dans notre voisinage le plus proche qu'on allume des feux. Alors tout à fait, et c'est une question qu'on est en droit de se poser. Quand vous regardez par exemple l'affaire de la Libye, et vous regardez les attentats qui ont touché la France à partir de 2015, vous apercevez qu'en réalité, la France et les autres pays européens d'ailleurs n'interviennent que pour une très petite partie des bombardements, des frappes qui sont menées en Syrie et en Irak. Mais évidemment, pour un terroriste, c'est plus difficile de s'attaquer aux États-Unis que de s'attaquer à un pays européen.
Ça tient à la nature du pays, ça tient à beaucoup de facteurs qu'il n'est pas nécessaire de développer ici. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de frapper la France que de frapper les États-Unis. Du coup, on peut s'étonner que on peut s'expliquer que les États-Unis demandent l'appui des pays occidentaux, alors que européens, alors que la participation des Européens est très faible dans ces coalitions. Le fait qu'on y soit permet de diluer la menace et permet de mettre la France au même niveau que les États-Unis. Donc se venger contre la France équivaut à se venger contre les États-Unis. Alors, vous pouvez donner l'impression de justifier l'injustifiable, de comprendre les terroristes quand vous réfutez, entre autres, l'assertion suivante. Un totalitarisme a frappé la France, donc c'était après les attentats de 2015. Un totalitarisme a frappé la France pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Comme si quelque part, les attentats djihadistes étaient une forme d'anti-impérialisme. On peut être un peu mal à l'aise. Non, ça n'est pas une forme d'anti-impérialisme. En fait, la stratégie des terroristes djihadistes du Moyen-Orient actuel, parce que si on parle des Palestiniens des années 70, on parle de totalement autre chose. Donc je parle des djihadistes d'aujourd'hui. Leur objectif est très simple, et ils l'ont dit d'ailleurs. Et là aussi, l'information n'est pas parue dans les médias traditionnels. Or, elle a été publiée ouvertement par l'État islamique. Il s'agit en fait de pousser les populations, nos populations, à réclamer le retrait des forces armées des pays engagés. Et le modèle qui prévaut pour les djihadistes, c'est l'exemple de Madrid en 2004. Lorsque, après les attentats de Madrid, il y avait eu des élections qui ont renversé le gouvernement Aznar, et les nouvelles autorités en place ont décidé le retrait des forces espagnoles d'Irak. Et ça reste le modèle des islamistes. Et partout, systématiquement, dans tous les écrits de l'État islamique, on revient sur le modèle de Madrid. Et l'idée, c'est ça. C'est d'ailleurs, en fait, c'est pas très nouveau. C'est la même stratégie qu'avaient appliquée les Alliés en bombardant l'Allemagne, les civils en Allemagne durant la guerre. Et ça a été la même stratégie qui a été appliquée par les Américains avec l'usage de la bombe atomique. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. C'est-à-dire, on frappe les civils pour que les civils se retournent contre leurs dirigeants et leur imposent la cessation de la guerre. On a fait la même chose avec Saddam Hussein, on a fait la même chose en ex-Yougoslavie, en frappant des institutions civiles pour forcer Milosevic à s'arrêter. Aujourd'hui, pour revenir sur l'actualité, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la banque qui gère le CFA, coupe l'alimentation du Mali pour pousser la population malienne à se retourner contre la junte militaire qui donc a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais bon, on va revenir sur votre livre. Sur la Syrie, vous avez la dent dure contre l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Vous n'y allez pas de main morte. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il a mené un peu une politique en dépit du bon sens et surtout qui n'était pas basée sur des faits. Je pense que si on avait voulu résoudre la situation en Syrie, lui qui était à la tête de la diplomatie française, il aurait eu sans doute des leviers beaucoup plus utiles, beaucoup moins meurtriers et sans doute beaucoup plus efficaces pour agir sur le gouvernement syrien. Mais là, on a choisi une option, j'allais dire l'option américaine. Les Américains ont généré la situation en Syrie en réalité, parce que la situation en Syrie n'est qu'un sous-produit de la situation en Irak. Et ce chaos régional a son origine dans les décisions de Bush en 2002-2003, enfin 2003 plus exactement. Et là, la France s'était d'ailleurs retenue à juste titre de cette opération. D'ailleurs, ils en ont payé un certain prix parce que les Américains leur en ont voulu. Néanmoins, je pense que c'était la bonne décision que de ne pas s'impliquer à l'époque. Et j'ai de la peine à voir la justification pour s'y impliquer en 2014. En fait... Peut-être se rattraper. Peut-être se rattraper, c'est possible. Mais là,
Et c'est pour ça que j'ai un peu, effectivement, la dent dure contre lui, parce que je pense qu'il aurait eu les moyens de faire beaucoup mieux, en faisant plus intelligemment, et surtout sans s'impliquer physiquement dans un conflit qui a, en réalité, amené le terrorisme sur le sol français. Alors, Bush-Fabius, on a l'impression que le néoconservatisme français, comme le néoconservatisme américain, est transparti. C'est-à-dire, il y a des néoconservateurs en termes de politique étrangère au Parti démocrate et au Parti républicain. Et il y en a aussi en France, au PS, comme à droite. Non, alors c'est pas aussi simple que ça, pas plus que on peut rattacher le côté conservateur à la notion de guerre. D'ailleurs, statistiquement, aux États-Unis, ce sont les démocrates qui ont déclenché plus de guerres que les conservateurs. Les néoconservateurs, c'est pas exactement... On est d'accord, on est d'accord. Néanmoins, l'idéologie conservatrice aux États-Unis, c'est plutôt une idéologie de repli sur soi en réalité. Et Trump, en réalité, l'illustre relativement bien. C'est lui qui voulait retirer ses troupes de l'étranger, se replier sur les États-Unis. Ça, c'est une vision très conservatrice en réalité. Mais Bush, par exemple, n'était absolument pas dans cette lignée. Non, Bush n'était pas dans cette lignée parce que lui, il a eu affaire à un phénomène que évidemment, ses successeurs n'ont pas eu, c'est le 11 septembre. Et il a fallu montrer que les États-Unis ne pouvaient pas simplement se laisser mener par le bout du nez par des terroristes, et donc il a fallu montrer qu'on pouvait agir. Et donc il a agi, sans vraiment réfléchir au pourquoi, au comment, enfin au comment oui, mais au pourquoi, c'était pas vraiment très réfléchi. Quoique le comment on pourrait discuter, quand les Américains ont décidé d'attaquer l'Afghanistan, donc c'était au lendemain, vraiment au lendemain du 11 septembre, et une décision d'état-major, une réunion d'état-major américaine, où Bush dit « Trouvez-moi des cibles, il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan, trouvez-moi en Irak ». Alors, il n'y avait aucune raison. Mais quelque part, derrière Bush, il y avait aussi John Bolton, un idéologue plutôt républicain, qui a essayé de refaire la même chose avec Donald Trump, qui n'y est pas parvenu. Il y a une sorte c'est pour ça que je pense que, enfin, c'est pour ça que je dis qu'une idéologie, alors peut-être qu'il ne faut pas dire néoconservatrice, peut-être qu'il faut dire interventionniste, voilà. Que l'interventionnisme américain, comme l'interventionnisme français, et donc l'interventionnisme coordonné des puissances, c'est peut-être ça qu'il faut dire. C'est dire. peut-être ça, se retrouve des deux côtés de l'échiquier politique aujourd'hui. Tout à fait, parce que en réalité, on s'aperçoit que les raisons qui ont poussé soit la France en 2014, soit les États-Unis en 2003, qui les ont poussés à intervenir, sont plutôt des opportunismes politiciens que des vraies raisons stratégiques, en réalité. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait y faire, ce qu'on allait gagner, ce qu'on allait faire. On ne savait même pas vraiment quelle était la nature de l'ennemi. On ne savait même pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, les talibans avaient accepté de livrer Bin Laden, contrairement aux rumeurs qui ont circulé par la suite, où on a justifié ça. En réalité, les talibans, il a fallu négocier passablement, mais ils étaient prêts à livrer Bin Laden, à condition qu'on leur explique ce qu'il avait fait. Mais on n'a jamais réussi à démontrer, jamais, que Bin Laden avait été directement impliqué, ou même impliqué, dans les attentats du 11 septembre. Donc, effectivement, à partir de là, on est dans l'arbitraire, les décisions discrétionnaires, et puis la volonté simplement politicienne de montrer qu'on est puissant et qu'on arrive à faire quelque chose. Alors, quelque part, vous relativisez aussi la méchanceté du méchant Vladimir Poutine. C'est-à-dire... on lui cherche des poux quelque part. Quand on vous lit, on a l'impression qu'il n'est pas coupable de tout ce dont on l'accuse. Donc on peut vous dire, bon ouais, vous êtes autant, il y a une sorte d'idéologie qui consiste pour les États-Unis d'Occident à désigner Poutine, la Chine ou les islamistes comme les adversaires. Il peut aussi y avoir une autre idéologie qui consiste à, par exemple, considérer Vladimir Poutine comme un allié probable et non pas un grand Satan. Alors, moi, je ne connais pas M. Poutine et je n'ai pas d'a priori sur lui. Ce que je constate, c'est que les accusations qu'on porte contre lui ne sont pas étayées par des faits. De nouveau, on est dans le domaine des suspicions, on est dans le domaine des intuitions, des perceptions, et on en fait des faits. Alors, si j'observe l'action de Poutine sur la politique internationale, au Moyen-Orient, etc., je m'aperçois qu'en réalité, ces actions sont finalement assez mesurées, qu'en réalité,
c'est lui qui a tendance à plutôt apaiser les choses, alors que les Occidentaux ont peu tendance à mettre de l'huile sur le feu. Je pense que la Russie d'aujourd'hui n'a aucun intérêt, parce que ça c'est aussi une chose qu'il faut considérer toujours, c'est quel est l'intérêt de l'un ou de l'autre pour agir. Quel est l'intérêt de la Russie aujourd'hui à mettre le feu en Ukraine, en Syrie et ailleurs? Aucun. Littéralement aucun. Les Russes, après la chute du communisme, étaient demandeurs par rapport à l'Occident. Ils avaient besoin de la technologie occidentale, ils avaient besoin d'ouvrir leur économie à une vraie économie de marché. Ils avaient vécu en économie de guerre pendant 70 ans ou plus, et ils aspiraient à avoir une économie à l'occidentale. Et ils étaient demandeurs. Et d'ailleurs, ils ont demandé. Il y a même eu des demandes effectuées par la Russie pour adhérer à l'OTAN. Donc il n'y avait pas du tout de volonté de confrontation. Au contraire, il y avait la volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. L'Occident n'a pas appris la perche qui lui était tendue et a continué un peu sur sa dynamique. On n'a pas voulu baisser la garde, on a voulu maintenir. Évidemment, les dividendes de la paix sont traduits par quoi en Europe? Par la disparition des appareils, enfin pas la disparition complète, mais une dissolution des appareils militaires, une quasi-disparition de l'industrie de l'armement, par exemple. Donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, la fin de la guerre froide faisait peser sur la sécurité européenne un point important. Donc on a essayé de maintenir artificiellement une menace, mais qui en réalité n'était pas du tout, on n'était plus du tout dans la dynamique soviétique qui cherchait à imposer le communisme dans le monde. On n'était plus du tout là-dedans. On était au contraire dans une économie qui cherchait à se libéraliser, qui a tenté de se libéraliser dans le chaos. Ça a été l'ère Yeltsin. Des oligarques. Et des oligarques. De la grande humiliation. C'est-à-dire que c'est devenu ça a été un peu comme la bouteille de champagne qu'on débouche comme ça d'un coup. Il y a une décompression totale et puis plus personne n'a rien sous contrôle. C'est d'ailleurs la situation que Poutine a repris en main et qu'il a entrepris si vous voulez, remettre sous pression, si j'ose dire. Mais là, est-ce que vous suivez l'affaire Navalny où oui, bien Poutine est sûr. encore accusé? Navalny... D'abord, on présente Navalny en Occident comme étant son principal opposant. Dans la pratique, Navalny est un des leaders d'une opposition qui n'est même pas parlementaire, qui a un pourcentage, qui représente un pourcentage de population qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 4%, pas plus. Et j'ai de la peine à le voir. En plus, il n'y a pas d'élection en vue. Donc pourquoi s'attaquer à Navalny aujourd'hui en termes d'élimination? Ça n'a aucun sens. Il ne représente aucune menace politique, il ne représente aucune menace même physique. Mais les dirigeants peuvent justement, par désir de montrer par volonté de puissance, s'en prendre à des opposants minoritaires pour... Mais le coût politique d'une telle opération est beaucoup trop grand par rapport aux bénéfices qu'on en a. Ça n'a aucun sens. Et Poutine est certainement un calculateur averti et il ne commettrait certainement pas cette erreur. Alors que Navalny est empoisonné ou pas, je ne le sais pas. C'est les médecins qui doivent dire ça, ce n'est pas moi. Mais... si on regarde l'éventail des possibilités pour que quelqu'un lui en ait voulu, en admettant qu'il était empoisonné, on s'aperçoit que tout d'abord, Navalny est de loin pas reconnu comme étant le leader de l'opposition. Il a énormément de concurrence à l'intérieur même de l'opposition et même de la constellation de mouvements qu'il représente. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite de ça, Navalny, il a fait comme cheval de bataille la lutte contre la corruption. Mais il ne s'est pas attaqué simplement à Poutine, il s'est attaqué à des oligarques, il s'est attaqué à des hommes bien en vue en Russie. Et donc, accuser Poutine, moi je ne sais pas qui, d'abord si et qui l'a empoisonné. Ça, je ne sais pas. Mais si j'étais un chef de gouvernement, je me dirais, avant de réagir, eh bien, d'abord, je regarderai quel est l'éventail des coupables possibles.
En tout cas, je pense que les mois à venir nous en diront plus parce qu'on a l'impression que dans l'affaire Skripal, comme dans cette affaire, il faut attendre, laisser reposer et chercher des éléments plus solides pour se prononcer. Alors, la Suisse, votre pays, se dit neutre, mais la Suisse est réputée pour être un aimant à espions depuis longtemps. On a quand même du mal à croire qu'elle est neutre entre les espions français, américains et russes ou dans notre pays. C'est un pays neutre, quand même pro-occidental. C'est un pays neutre, pro-occidental, mais vous savez, ça n'est pas nouveau. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, l'OSS, l'ancêtre de la CIA, en Europe, était dirigé depuis Berne. Et qu'Allen Dulles, qui deviendra chef de la CIA après, à la fin des années 50, début des années 60, était en fait le chef de station de l'OSS. Et à certains moments, il y a jusqu'à 2/3 des mouvements de résistance en France, dans la région frontalière, dans la région je dirais dans l'est de la France, qui était dirigée depuis la Suisse, ou soutenue depuis la Suisse. D'ailleurs, c'est depuis la Suisse qu'a été négociée avec l'OSS et les services secrets suisses la reddition des forces allemandes en Italie en 1945. Donc, il y a une tradition d'espionnage. En plus, c'est un pays, peut-être parce qu'il est neutre et parce que c'est un terrain sur lequel les gens se rencontrent, déjà avec la Société des Nations avant la Deuxième Guerre mondiale et puis avec les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est un terrain de rencontre, c'est un terrain où foisonnent évidemment les espions. Et un terrain de flux financier. C'est un terrain, oui, mais ça n'a pas beaucoup de... Ça, c'est un épiphénomène par rapport à l'espionnage, si vous voulez. Les Nations Unies, on a retrouvé dans les chambranles de porte des Nations Unies, on a retrouvé de nombreux micros cachés, etc. Donc, on sait que beaucoup de pays s'intéressaient à savoir ce qui se passait dans les salons feutrés des Nations Unies. En Suisse. À Genève, oui, bien sûr. Enfin, à New York aussi d'ailleurs, mais en partie à Genève. Donc il y a effectivement une tradition, enfin pas une tradition parce que ce n'est pas voulu par la Suisse, mais c'est un fait que la Suisse héberge un très grand nombre d'espions. Léopold Trepper, l'Orchestre Rouge, était basé en Suisse. Le BCRA français avait une antenne avec laquelle il communiquait avec les Américains en Suisse, etc. Donc on est dans une sorte de sous-produit de la neutralité qui est l'espionnage, effectivement. C'est aussi en Suisse qu'il y a eu un certain nombre d'assassinats d'opposants politiques, notamment l'assassinat de Félix Moumié, qui était le président de l'Union des populations du Cameroun, majoritaire du Cameroun, et qui a été assassiné, empoisonné en Suisse par un espion français. Tout à fait. Qui se faisait passer pour un journaliste. Et quelque part, on se dit... C'est un pays neutre, mais quand même, il peut laisser faire en tout cas le sale boulot pour un certain nombre de pays. Il attire par sa neutralité, et puis finalement, on perd sa vigilance et bim. Alors, je ne pense pas que la Vous avez entendu parler de cette affaire, l'assassinat de Félix? Oui, tout à fait. Je l'ai cité d'ailleurs dans un... Non, c'est pas vrai. Pas dans un de mes livres, c'est pas vrai. Mais j'ai fait une exposition sur les services secrets en Suisse en 2012, dans laquelle je parlais de l'affaire de la Main Rouge et des assassinats qui se sont faits dans la suite de ces affaires de la Main Rouge, qui était en fait une opération spéciale du SDEC pour l'élimination des gens qui avaient aidé ou non aux différentes insurrections qu'il y avait en Afrique à cette époque-là, notamment la guerre d'Algérie. Mais non, la Suisse n'a pas sous-traité ce genre de choses. Mais effectivement, la Suisse étant neutre, étant par nature terre d'accueil d'un certain nombre d'opposants politiques, eh bien du coup, on trouve aussi ceux qui chassent ces opposants. Alors, que la Suisse n'ait pas eu les moyens, je ne pense pas que la Suisse n'ait pas voulu, mais je pense surtout qu'elle n'a pas eu les moyens ou qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'on commette des attentats sur son territoire. Je pense plutôt que c'est plus que de la naïveté que d'une volonté délibérée de laisser faire ce genre de choses. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'opérations à l'inverse où on a arrêté des espions occidentaux et de l'Est. Même si, vous avez raison, la Suisse s'est toujours plutôt sentie occidentale sur ce plan-là qu'orientale. Donc on est bien d'accord là-dessus. Alors, une dernière question, vraiment une dernière question. Alors, on peut se dire, quelque part,
vous alimentez la défiance contre les gouvernements occidentaux, et que cette défiance peut être récupérée, votre discours peut être récupéré par des personnes qui, dans le cadre de cette défiance, vont plus loin que vous et disent ce que vous ne dites pas. Par exemple, que les attaques dites djihadistes sont perpétrées par les pays occidentaux, ou que le 11 septembre est le fait de l'État d'Israël. Ça, ce sont des informations, des fausses informations que vous dénoncez. On peut dire, on peut utiliser ce que vous dites pour créditer ces informations que vous ne créditez pas, et on peut aussi dire que de toute façon, en réfutant cette théorie, vous jouez un jeu. On peut vous dire que voilà, vous livrez quelques vérités pour en camoufler d'autres. Parce que quand même, vous êtes un homme du renseignement. Je suis un homme du renseignement, et c'est pour ça que les mauvais esprits peuvent considérer que, bon, voilà. Non, mais oui, parce qu'en France, on a une notion du renseignement qui est toujours associée à celle d'opération spéciale, d'opération clandestine. Moi, j'ai grandi, entre guillemets, dans les services de renseignement suisses, qui ont une tradition plus germanique. Et c'est une tradition qui est beaucoup plus tournée vers l'analyse que la tradition française, qui, elle, est plutôt dirigée. La tradition française du renseignement est issue de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le renseignement d'action, c'est le renseignement qui soutenait la résistance. Et on est resté là-dedans, avec un service action et tout ça. Les Allemands, eux, ont une tradition qui est plus ancienne de renseignement, qui est beaucoup plus analytique, et je m'inscris plutôt là-dedans. Quant aux différents événements, par exemple, vous avez cité le 11 septembre. Alors, le 11 septembre, on sait qui l'a perpétré, mais personne ne sait s'il y a eu une tête au-dessus des 20 personnes qui ont été impliquées dans les attentats. Mon postulat, c'est qu'en fait, on a un groupe de jeunes qui ont décidé « on va faire un truc » pour se venger, parce que l'idée est claire, elle a été exprimée, c'était se venger des frappes de 1998, d'août 1998, qui avaient été déclenchées par Clinton, en réponse aux attentats de Nairobi et de Dar es Salaam. Et ces frappes, en fait, les Américains ne savaient pas où frapper. Ils ont frappé au hasard au Soudan et en Afghanistan. Mais au hasard, parce qu'ils n'avaient aucune idée qui étaient les auteurs des attentats du Kenya et de Tanzanie. Et donc, ils ont frappé au hasard. Et l'explication, disons, qu'on trouve chez les islamistes du 11 septembre, et je pense que c'est l'explication réelle, c'est qu'on a des gens qui ont décidé, on va faire une réponse à ça, on va leur rendre la monnaie de la pièce. Il n'y avait pas de grande intention stratégique, c'est de la vengeance pure, tout simplement. Et il n'y a pas... Mais quelle vengeance? Une vengeance d'une dextérité qui arrive à taper au bon endroit. Oui, mais avec des moyens très simples. Avec des moyens extrêmement simples, n'importe qui aurait pu faire ça. C'est le premier... D'ailleurs, le 12 septembre, j'avais été interviewé à la télévision suisse et j'avais dit que c'est le premier attentat low-tech de l'histoire. Il n'y a besoin de rien. Vous avez besoin de cutter, c'est tout. Et c'est effectivement ça. Il fallait savoir peut-être piloter un appareil, c'est tout. Mais il n'y avait pas besoin de beaucoup. Et en fait, c'est sans doute, à part le prix des billets, vous avez un attentat qui coûte presque rien. Donc, on juge, nous, occidentaux, on a toujours l'impression de juger un attentat par la quantité de dégâts qu'il a fait. Mais si on regarde objectivement les faits, on s'aperçoit que c'est un attentat qui était relativement facile à faire, avec un peu de détermination, comme d'ailleurs la plupart des attentats. Mais c'est un attentat qui était une belle opportunité justement pour les États-Unis et pour ceux qui, autour de George W. Bush, voulaient engager un certain nombre de... Que certains en aient profité et que certains aient utilisé ça pour d'autres projets, ça c'est autre chose. Mais je ne crois pas que ce soit ni la CIA, ni les Israéliens, ni les Martiens qui ont fait ça. On a vraiment une affaire, comme d'ailleurs beaucoup d'ailleurs, si on lit la littérature islamiste, on s'aperçoit que cet attentat est le premier de ce qu'on a appelé le terrorisme individuel. C'est le premier cas. Alors vous allez me dire c'est un petit groupe, mais en réalité c'est l'idée, d'ailleurs c'est l'idée qu'on a vu appliquée pleinement ici en France, où pour éviter d'être détecté et d'être détectable, on ne crée pas de structure.
Il n'y a aucune structure terroriste comme on avait dans les années 80 ou 70, comme Action Directe, etc., où on a des structures, même si elles étaient petites, mais c'est des structures avec un chef, un sous-chef, etc. C'est le modèle un peu marxiste, si vous voulez, de la Révolution, qu'on avait aussi dans l'État basque, qu'on avait dans l'IRA, etc. Alors on a des hiérarchies qui sont très connues, avec des cloisonnements, tout ça est structuré. Et les théoriciens du djihadisme ou du terrorisme islamiste sont aperçus que ces structures sont très vulnérables parce qu'elles sont identifiables d'une manière ou d'une autre. Donc il n'en faut pas. Et pour qu'on ne le fasse pas, on laisse aux combattants de terrain la liberté de choisir, en fonction d'une idée générale, de choisir les objectifs et la méthode. Et c'est exactement ce qui s'est fait en France, d'ailleurs. Donc, on a simplement des gens qui sont... On les motive, on leur dit, voilà, le but, c'est de faire ça, ou de faire ça à notre adversaire et tout. À partir de là, allez-y. Et ça devient un terrorisme qui devient beaucoup plus compliqué à combattre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a beaucoup plus de difficultés à combattre le terrorisme islamiste, alors que le terrorisme marxiste, y compris le terrorisme palestinien de l'époque, qui était d'obédience marxiste à l'époque, était beaucoup plus facilement, on peut facilement le combattre parce qu'il y avait des structures connues, c'était structuré comme une armée, en fait. Merci Jacques Beau. Je vous en prie.